Chapitre 29, Juge. Après quelques minutes, Lucience avait retrouvé l'usage de ses sens mais, comme chacun dans la grotte, elle demeurait stupéfaite. Le professeur d'un camp brisa la béatitude ecclésiastique qui régnait dans ce temple païen. Sachant ce qui se chuchote dans Prométhée, nous sommes tous impatients de connaître votre histoire, Lucience. Elle se leva, regarda Guillaume puis Duncan, et prit une respiration. Je suis né en 554 PC, Étoile 1, Corample, à Sumi, à Rivière-de-Mine, une métropole côtière de la Fédération latino-américaine. Mes parents étaient des travailleurs de la base et j'ai eu une enfance plutôt classique. Je vous passe les détails. Elle inspira profondément et reprit. Comme j'étais très forte à l'école, j'ai pu passer avec succès les concours pour les classes sociales supérieures et devenir juge du peuple à 19 ans, soit avec 2 ans d'avance sur la normale. La ségrégation sociale orchestrée par l'ODC m'a alors amené à fréquenter un autre futur juge du peuple, d'un an mon aîné. Je n'ai jamais été profondément passionné pour cette personne et je pense que lui non plus, mais notre union nous permettait de rentrer dans les codes de la société commerciale sans éveiller les soupçons de qui que ce soit. Y avait-il au moins entre vous la passion et la fougue que l'on souhaite aux jeunes gens? Interrompit Foliolang Dex Deliao, un écrivain chinois de science-fiction célèbre avant-guerre qui avait été convié à entrer dans le programme Prométhée. Lucience resta couette devant l'indécence du propos. Voyant le sourire en coin de Guillaume, elle comprit vite qu'il n'y avait rien d'impudent au sein de leur culture mais seulement la raillerie d'un esprit créatif et taquin. Avec assurance, elle répondit. Nous n'avions aucun tabou, cher monsieur, et malgré cela, je ne suis jamais tombée enceinte. Je sais à présent que c'était dû au fait de mon immortalité, au fait que j'appartiens à une autre espèce. Au début, cela m'interloqua puis, comme nous étions tous deux très pris par notre métier de juge, nous n'en parlions pas trop et focalisions sur notre carrière. À 22 ans, suite à de très bons résultats, je fus promu sur les cas déviants afin de persécuter tous les groupes aux croyances alternatives, tous les esprits libres qui remettaient en cause les valeurs et les enseignements de l'œil du droit chemin. Je peux vous dire, aujourd'hui avec regret, que j'ai fait tuer plus d'hérétiques qu'il n'y a d'habitants dans votre cité. Lucience marqua une pause. Personne ne disait mot. Un jour, alors que j'avais 24 ans, et dans le but de traquer toujours plus de déviants, j'organisais une mission d'infiltration dans un groupe assez bien organisé qui échappait depuis quelques mois aux investigations de l'ODC. La ville où se développait cette confrérie était voisine de Rivière-de-Mine et portait le nom de Misequois. Je vous passe les détails de la pénétration de cette église clandestine pour en venir au fait, au déclencheur qui m'amena ici, à votre rencontre. Alors que j'étais intégré parmi ces gens, ils m'invitèrent à participer à un prêche hérétique. Faisant parfaitement l'actrice, j'accompagnais un soir un couple dans leur sanctuaire clandestin. Nous étions habillés comme pour sortir danser. Au détour d'une rue, il y avait un bar musical populaire, connu de tous les citadins. Nous y entrâmes. Le couple alla commander 3 boissons. Un garçon m'invita à danser le sambro. Il y avait une vraie magie dans l'air. À la fin de la musique, le couple me fit un signe discret de la tête. Je compris qu'il était temps d'y aller. Calmement, nous montâmes au premier étage comme pour aller au WC. L'homme entra à gauche et sa femme m'entraîna dans les toilettes féminines. Il n'y avait personne. Elle me fit rentrer dans le deuxième compartiment. Nous étions un peu à l'étroit. Le mur du fond était couvert de céramique bordeaux. Elle positionna ses 2 mains sur une paire précise de carreaux et poussa. La partie du mur liée à ce cabinet recula sur 1 mètre, ouvrant un étroit passage sur la droite. Elle me fit entrer la première, déverrouilla la porte de notre toilette avec précaution, me rejoignit rapidement et repoussa délicatement le mur. Au bout de cet étroit et obscur couloir, il y avait un escalier en colimaçon. Nous descendîmes bien 3 étages pour accéder à une sorte de cave. Son mari nous y attendait. Il devait y avoir une trentaine de personnes. Nous étions les derniers. Le couple me présenta à cette petite communauté. Bien évidemment, tout le récit sur ma vie n'était que pure fiction sous couvert de fausses preuves fournies par l'ODC elle-même. Le prêche allait commencer. Lucience marqua un temps. Le collectif prométhéen et Guillaume Crispu étaient totalement concentrés. Elle fit un tour d'horizon afin de capter d'autant plus leur attention. Le maître de cérémonie nous invita à nous asseoir et avant même qu'un son ne sorte à nouveau de sa bouche, une voix m'interpella.
C'était l'émetteur télépathique. J'étais nouvelle, j'étais l'intruse, je ne pouvais pas faire de vagues. J'observais discrètement la salle pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait si d'autres personnes étaient dans mon cas. Tout le monde paraissait normal et participait à la cérémonie. Je compris alors qu'il y avait en moi un mystère à lever. Comment avez-vous réagi, Lucience? En avez-vous parlé à l'ODC? Vous savez, d'un camp, ma cruauté envers les déviants m'avait appris toutes les règles et lois de l'ODC. Je savais très bien que si je racontais une telle histoire, il y aurait eu une procédure pour me faire parler plus et le cas échéant m'éliminer après d'atroces tortures. Je suis donc resté calme et j'ai de suite pensé à un plan afin de protéger cet endroit et de pouvoir à nouveau communiquer avec cette voix étrange qui n'était autre que l'émetteur télépathique. Saviez-vous déjà que la langue utilisée était le déicien? En fait, 3 jours plus tard, j'avais une réunion avec des professeurs de l'ODC qui suivaient de près ces phénomènes déviants. L'un d'eux me montra un document qui venait directement d'un sage du conseil, Gabriel Janus, le gardien des Comadies et indirectement mon chef pour cette mission. Le document était en déicien et le professeur me le traduisit sauf qu'en le lisant dans ma tête ma propre interprétation était différente et sans aucun sens. Toujours calme et focalisé sur ma mission, je compris donc rapidement qu'il me fallait remonter à la source du déicien, les Comadies. Pour cela j'avais besoin d'une stratégie à long terme. L'auditoire était captivé par l'histoire de Lucience. Elle leur expliqua ensuite que son plan était axé sur son futur rapprochement avec Gabriel Janus et donc avec les Comadies. Jamais au cours de sa carrière elle n'allait demander à voir les Comadies. Même si elle commençait à cette époque à fortement douter des fondements de l'ODC, elle allait cependant se dédier corps et âme à son devoir et mener une vie exemplaire selon les préceptes Comadisso. Elle fit donc pendre tout le groupe déviant qu'elle avait fréquenté jusqu'alors et démolir le bar où elle avait dansé le sambro pour y autoriser la construction d'un jardin public juste au-dessus de la fameuse salle de cérémonie. Une fois les travaux finis, elle alla se promener dans ce nouveau parc afin de vérifier qu'elle entendait toujours la voix. Elle avait accompagné le travail architectural et paysagiste dans le but de laisser les fondations du bâtiment intactes et de protéger ainsi la précieuse voie qui y était enfouie. Pendant plus de 10 ans elle mena de multiples opérations d'éradication des hérétiques à travers toute la fédération latino-américaine. Les joues sèches, le regard droit et sévère, Lucience commenta sa carrière et ses décisions. Dans mon métier, pour me rapprocher toujours plus de Gabriel Janus, j'ai dû faire exécuter plus de 10 000 déviants. Mais je ne regrette rien, dans ma position, je n'avais pas d'autre choix, la vie des classes sociales supérieures est très cloisonnée et contrôlée. La clémence m'aurait rendu la pire des sentences. Guillaume ferma les yeux et les rouvrit afin de communiquer son acquiescement. Les grands engagements impliquent de grands sacrifices. Mon travail fut tellement valorisé au sein de l'ODC que de 586 à 588, j'étais directement sous les ordres de Gabriel Janus. Pendant tout ce temps, j'ai pu cerner sa psychologie et répondre présente à toutes ses espérances. Cette dévotion aveugle mais complètement contrôlée porta finalement ses fruits. Vers la fin de l'année 588, il m'invita aux festivités privées qu'il organisait pendant la semaine conscience de dévotion aux Comadies. Vous avez dû voir du beau monde. Effectivement, j'ai rencontré successivement une bonne partie du conseil des sages de l'ODC. Successivement, Ils n'apparaissent jamais ensemble pour que leur groupe au complet ne puisse pas être victime d'un attentat. ça a du sens. Auriez-vous rencontré un certain Constantin? Oui, le sage Constantin Josse. Il m'a d'ailleurs complimenté sur ma jeunesse. Vous le connaissez, professeur? Marie-Thoré resta silencieux. Guillaume répondit à sa place. Une vieille histoire, Lucience, je vous expliquerai ça plus tard. Que vous a-t-il dit au sujet de votre jeunesse? La chose suivante, Madame Rimpoche, j'ai lu sur votre fiche 34 ans, mais je lis sur votre visage seulement 20. Seriez-vous immortel comme nous les sages? Et que lui avez-vous répondu? Je suis resté sans voix et il a conclu sur le ton de l'humour. Ce n'est qu'un compliment, ne rougissez pas, je souris, puis il partit discuter avec d'autres personnes. À ce moment précis, je n'avais pas analysé l'ampleur de sa remarque. Ce ne fut qu'à la fin de la semaine, le 8e jour, Oratio, que la dernière réception eut lieu dans la chambre Comadissale.
Je pus alors lire les 10 tables divines originelles, celles qui n'avaient subi aucune altération au fil des siècles. Je pus alors comprendre la vraie histoire de l'humanité tout comme le fait de mon immortalité. À ce moment, j'avais mesuré le propos du sage Joss. Il me fallait clore au plus vite ma quête avant que mon âge ne me trahisse réellement. Vous y êtes apparemment arrivé à merveille. Cela n'a pas été une mince affaire. Racontez-nous. Avant cela, j'ai une question à vous poser. Elle m'occupe l'esprit depuis ce jour-là. Nous vous écoutons, Lucience. Professeur Marie-Thorey, à moi comme aux immortels à naître grâce aux molécules darwiniennes, vous nous avez donné la capacité de lire la langue déicienne de l'Odyssée d'une autre manière afin d'obtenir, dans le sacro-saint de cette organisation, à travers la lecture des comadis originels, la vérité sur l'histoire de l'humanité et sur notre propre existence. N'aviez-vous pas peur que nous révélions notre savoir au Conseil des sages? Ne craignez-vous pas le démantèlement de votre plan par un immortel qui retournerait sa veste? Chère Lucience, c'est une vraie question à laquelle vous aviez en partie répondu. Néanmoins, comme tout problème, il a sa solution. L'ODC est une machine totalitaire et criminelle. Vous comme les autres immortels connaissez terriblement la chasse que mène l'ordre divin des comadis contre les déviants. Ainsi que vous venez de nous le raconter, vous étiez partie prenante dans cette extermination. Les immortels seraient-ils assez fous pour se jeter dans la gueule du loup? Mais nous pourrions négocier notre protection contre des informations. Y croyez-vous vraiment? Votre existence même est tout ce contre quoi lutte l'ODC depuis des siècles. Avec eux, vous n'auriez jamais de répit. Vous ne seriez rien de plus qu'un outil jetable. N'est-ce pas ce sentiment qui vous a fait faire les bons choix? En partie, vous avez raison. Mais pourquoi tant de difficultés pour nous délivrer ce message? Pourquoi devons-nous avoir accès au comadis pour savoir quoi faire? Pensez-vous que je vais disperser la révélation de la vérité dans la nature pour qu'un jour l'ODC y mette la main dessus? Le cœur de l'ennemi n'est-il pas le meilleur coffre-fort pour protéger le secret à cause duquel il nous traque? Croyez-vous que l'exactitude est une denrée qui se mérite sans effort? Quelle valeur et crédibilité y donneriez-vous si c'était le cas? L'homme est un animal animé par la curiosité. C'est elle qui vous a guidé dans cette aventure et c'est elle qui donne à vos choix leur digne valeur. À travers vous, les immortels, nous laissons à l'humanité mériter son futur. Comme la vigne qui donne un bon vin, c'est dans la difficulté et la souffrance que vous planterez les profondes racines de votre succès. Je vous félicite, Lucience, pour ce que vous avez accompli. Vous avez dû faire des choix, souvent difficiles, mais les cicatrices du remords vous ont guéri d'un mal plus grand, l'échec de la civilisation immortelle. Après la réplique du professeur Marie-Thorey, Lucience ne savait pas par quel bout continuer. Elle marqua alors un temps et Duncan lui adressa à nouveau la parole. Expliquez-nous donc comment vous êtes arrivé jusqu'à nous. Merci pour votre confiance, professeur. Merci à vous pour accomplir notre œuvre. Donc, le lendemain, premier jour de 589, j'ai pu communiquer le code à l'émetteur télépathique du petit parc situé sur l'ancien lieu de culte hérétique. Ce dernier libéra alors dans mon subconscient le chemin à suivre pour me rendre à la base rebelle la plus proche, celle située dans la fosse sous-marine de Porto Rico. Avec mon mari, nous avions toujours rêvé des Caraïbes. Sur le continent de la Fédération latino-américaine, j'avais nettoyé une grande partie des groupes déviants et formé des équipes pour les traquer. J'ai donc demandé quelques mois plus tard une mutation pour mon mari et moi sur l'île de Réglu, à l'ouest de celle de Teno, nom d'après-guerre de Porto Rico. Je devais donc continuer mon travail dans cette région. Après avoir soumis l'idée à Gabriel Janus, il accepta et me signa le transfert. Lamoro, Totti, 589, nous posions le pied dans les Caraïbes. Pendant plusieurs semaines, je ne faisais pas de vagues afin d'éviter tout soupçon, et je m'étais mise à faire du bateau pour le plaisir. Le 3e mois de 590, je simulais un accident en haute mer avec mon monocoque afin d'être porté disparu. Je l'avais laissé dériver sur plusieurs nautiques après avoir rencontré les passeurs en haute mer. Tout comme Jim et Quasar m'ont amené dans votre base, ceux de Porto Rico m'ont fait pénétrer dans leur bastion via un mini-submersible, Consang-Esprit, Utley, 590. Le jour suivant, j'embarquai avec le commandant Elio Varag dans son sous-marin pour accoster près de vos côtes 15 jours plus tard.
Lucience compléta son histoire en détaillant le chemin parcouru dans la jungle avec les tigres. Tous la remercièrent. Les 2 tiers de la Trinité étaient formés.